C'est aujourd'hui que débute dans l'hémicycle l'examen du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée. Le déficit social atteint cette année environ 23 milliards d'euros, soit 8 milliards de plus qu'en 2024. Néanmoins, ce PLFSS 2026 fait l'objet de vives critiques, notamment de la part des praticiens du système de santé, particulièrement au sein de l'hôpital public. Est-ce raisonnable de contraindre le secteur de la santé à faire des économies ? Quelles conséquences le budget de la sécurité sociale peut-il avoir sur les patients et sur les médecins ? Alors que l'hôpital public fait face à un manque de moyens humains, comment établir un budget équilibré ? Bonsoir François Crémieux. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Aix-en-Provence grâce à la liaison de ici Provence. Vous êtes directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Vous pensez qu'on ne peut réfléchir à la santé sans inclure d'autres politiques publiques comme l'école, le logement ou l'environnement. On en parlera ce soir. Et avec moi en studio ici à Paris, bonjour Margot Tellier-Poulain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de projet santé et protection sociale à l'Institut Montaigne. Vous vous dites que le rejet du projet de loi de finances de la sécurité sociale en commission est inquiétant pour la suite et illustre les limites du mode de gestion actuel. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Et j'accueille Frédéric Bizard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, professeur d'économie à l'École supérieure de commerce de Paris, le SCP, président fondateur de l'Institut Santé. Je cite votre dernier livre, L'autonomie solidaire en santé chez Michalon. Et vous dites-vous que c'est le budget le plus restrictif et décliniste jamais présenté depuis la création du PLFSS depuis 1997. Vous nous direz pourquoi. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai l'impression qu'il y a au moins un constat qu'on peut partager ce soir, c'est que d'un point de vue presque, j'allais dire, naturel, en tout cas qui s'explique de manière très concrète, les dépenses de santé augmentent. C'est certain, on sait qu'aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, on a forcément des dépenses qui vont augmenter. On a aussi une augmentation des pathologies chroniques, là aussi due pour partie au vieillissement de la population. Et du coup, quand on regarde la réalité démographique, la réalité des besoins de santé des Français, on va vers une augmentation. On regarde les dépenses sur le diabète, l'augmentation de la prévalence du diabète, là aussi. Donc on voit que les dépenses augmentent, c'est un fait, et il ne faudrait pas regarder ailleurs. Et alors, dans ce contexte, Frédéric Bizard, si les dépenses augmentent, pourquoi faudrait-il les réduire ? Alors, d'abord, mais il faudrait que les dépenses augmentent pour de bonnes raisons. C'est-à-dire quand elles augmentent simplement parce que vous avez une détérioration de l'état de santé de la population, parce que le système est de moins en moins efficace et qu'il faut dépenser plus pour avoir des résultats moins bons, comme c'est à peu près le cas depuis ces années, évidemment, c'est pas une bonne raison d'augmentation de la dépense. La bonne raison d'augmentation de la dépense, c'est si vous investissez davantage dans des dépenses de prévention, si vous permettez à l'hôpital de se moderniser, de travailler dans de meilleures conditions, si vous développez massivement les nouvelles technologies à travers le système. Vous voyez, là, vous avez de vraies raisons pour monter. Le problème, c'est quand je dis que c'est le plus décliniste et le plus dégradant, c'est pas la volonté du gouvernement. C'est que, comme on fait toujours on applique les mêmes recettes d'une année sur l'autre, là, comme vous êtes obligé d'amplifier ce que l'on appliquait, ce qui n'était pas bon déjà, ce que l'on faisait avant, mais là, on est obligé de l'amplifier. Je vous prends un exemple. On déportait à peu près 300 à 400 millions d'euros sur les malades un peu chaque année ces dernières années. Là, on est à 2 milliards 300 millions. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, vous êtes... Alors, ce que l'on faisait, qui n'est pas très conforme avec notre modèle social et solidaire, qui protège les malades. Vous devez faire participer sur les dépenses courantes les citoyens, mais les malades, ceux qui ont des affections de longue durée, vous les remboursez à 100%. Là, de façon indifférenciée, vous transférez 2 milliards 300 millions. Donc, c'est la fin du modèle universel français. Et on va en parler longuement. François Crémieux, votre avis là-dessus et peut-être sur ce budget ? C'est effectivement un budget tel qu'il s'annonce aujourd'hui au tout début des débats parlementaires. Donc on va à la fois attendre et espérer que les débats puissent le rectifier. C'est un budget qui est très inquiétant pour le monde de la santé, qui est un budget qui est effectivement à la fois très restrictif et qui par ailleurs contient en son sein un certain nombre de sujets, notamment la bascule d'un certain nombre de dépenses sur les malades. Mais pour rebondir sur la question de l'augmentation inéluctable des dépenses, il faut effectivement que ce soit de bonnes dépenses. Et d'autre part, les professionnels de santé sont bien placés pour savoir que pour être en bonne santé, il faut à la fois un bon système de santé, il faut au mieux, et on va y revenir, prévenir les maladies, mais par ailleurs, sans école, sans logement décent, sans transport facilité, sans réduction des inégalités sociales, l'état de santé de la population risque de se dégrader, quels que soient les montants que l'on va mettre dans l'offre de soins ou dans les médicaments ou dans l'accès à des thérapeutiques nouvelles. Et donc, il y a effectivement un enjeu d'avoir une stratégie sur nos dépenses de santé qui soit à la fois pertinente, dépenser du bon argent utile
utile et pour des bonnes raisons, mais aussi une politique de santé qui dépasse les seules questions du soin et de l'hôpital pour ce qui me concerne plus directement et qui s'implique également dans les autres politiques publiques qui contribuent à notre meilleure santé possible aux uns et aux autres. Ce qui doit être compris déjà, c'est l'état des comptes de la sécurité sociale. C'est pour ça qu'on est amené à faire des propositions qui peuvent sembler parfois un peu agressives pour les Français. Je le comprends, je l'entends, mais déjà entendons que la sécurité sociale est en train de diverger. C'est un bien commun, la sécurité sociale. Si on n'a pas le courage de s'attaquer à bras-le-corps à son équilibre, ça va déraper. On va arriver à un moment où on sera plus capable de payer les retraites, de payer les remboursements. L'État français a été très généreux, et tant mieux. Il y a eu une époque de générosité sur toutes les politiques sociales, et tant mieux. Je pense que maintenant, il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage. Et là, c'est le débat. Quelles sont les priorités? Comment on cible? Mais il faut accepter cette idée que peut-être la générosité qu'on a connue pendant des décennies est peut-être arrivée à son terme. On vient d'entendre Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail et des Solidarités. C'était ce matin sur France Inter. Margot Tellier-Poulain, que répondre à ça? Et on va rentrer dans le vif. Je rappelle qu'on fête aussi cette année les 80 ans de la sécurité sociale. Est-ce qu'il faut peut-être revoir aussi cette générosité, comme il l'appelle? Moi, je trouve ça assez difficile de faire ce constat-là lorsqu'on n'a pas forcément fait le travail d'analyse, de regarder exactement ce qu'on dépense aujourd'hui, comment on le dépense et est-ce qu'on a vraiment une efficience dans notre système de santé. C'est vrai de dire on a un système de sécurité sociale, un système de nos finances sociales qui aujourd'hui apparaît insoutenable. Ça, je veux dire, la Cour des comptes le répète et on le voit. Par contre, lorsqu'il mentionne le besoin d'avoir une stratégie, d'avoir des priorités, j'ai pas non plus l'impression que ce PLFSS démontre une stratégie ou des priorités très claires. Nous, c'est ce qu'on avait vu dans une autre de nos études à l'Institut Montaigne sur le besoin d'une vision long terme, d'une stratégisation. Il faut en faire avoir des priorités claires. Si on a trop de priorités, on n'a aucune priorité. Il faut aussi faire un travail d'évaluation, ex ante, ex post, regarder qu'est-ce qu'on veut financer, comment, quels objectifs on veut atteindre, quels sont les indicateurs de réussite. J'ai pas l'impression là aussi qu'aujourd'hui on construise nos politiques de santé et là dans le cadre budgétaire, notre budget avec très clairement des objectifs, des priorités définies. Donc dire qu'il faut arrêter d'être dans la générosité, etc., c'est de grandes paroles, mais peut-être avant d'aller sur ce constat-là qui de fait, et ce que mentionnait Frédéric, je suis totalement d'accord, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, en faisant ce genre de choses, on risque juste d'éloigner encore plus du soin ceux qui sont déjà éloignés du soin. Et ça aura des risques économiques aussi très importants, qu'il faudrait d'ailleurs réussir à quantifier. Renforcer les études d'impact, c'est aussi les limites de faire des grandes réformes qui arrivent par amendement. C'est qu'on n'a pas forcément non plus cette évaluation, cette analyse, cette quantification réelle des conséquences et des résultats. François Crémieux, depuis Aix-en-Provence, vous partagez, vous aimeriez, vous, qu'il y ait une forme de vision sur le long terme, pourquoi pas des lois pluriannuelles, comme on le fait par exemple pour l'armée? Je pense que c'est indispensable. On va le détailler, je pense, de manière assez consensuelle ensemble sur toute une série d'enjeux autour des questions de santé. Mais effectivement, on ne peut pas parler sur le long terme, à la fois sur des tendances très longues, que ce soit la démographie, que ce soit la question de l'innovation en santé, de l'évolution à la fois des maladies, des traitements, etc. Tout ça est sur le long terme. Et les professionnels de l'hôpital savent que ce qui va changer fondamentalement, c'est pas entre maintenant et demain, c'est entre maintenant et bientôt, plusieurs années et au-delà. Et donc, il y a une nécessité que nos politiques publiques prennent acte du fait que le long terme est une réalité à la fois des besoins de santé et une réalité de la réponse à ces besoins. Quant à la remarque du ministre Farandou, je crois que ce qui caractérise notre système, c'est pas tellement qu'il est généreux, c'est qu'il est solidaire. Le fait qu'il soit généreux est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on dépense trop pour notre santé? Est-ce qu'on pense qu'il y a des soins qu'il faut arrêter de faire demain, des soins qu'il ne faut plus financer? Mais l'enjeu majeur, c'est surtout de savoir, compte tenu des soins que nous finançons, est-ce que nous pensons qu'il faut maintenir le même niveau de solidarité entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, entre ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas, ou est-ce qu'il faut réduire cette solidarité et rendre à chacun la responsabilité de ce qu'il dépense pour sa propre santé, en lui renvoyant notamment le paiement des franchises ou d'un reste à charge? C'est moins une question de bonté générale ou de surdépense qu'une question de quelle solidarité voulons-nous entre nous pour financer notre santé. Alors, généreux ou solidaire, en tout cas, il est en déficit, ce système de santé, 23 milliards d'euros, je le disais en introduction, en 2025. Le gouvernement cherche, ça dépend un peu des chiffres, mais 6 ou 7 milliards d'euros d'économie. Vous, à l'Institut Santé, Frédéric Bizard, vous en avez trouvé 10 des milliards. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Vous avez fait un contre-budget et la mesure qui m'a beaucoup intéressée, c'est celle qui rapporte beaucoup, bien sûr, c'est sur justement les ALD, les affections de longue durée, que le gouvernement voudrait taxer. On sent bien une réticence des députés. Vous, comment vous faites pour réduire, tout en bien sûr maintenant les soins pour ce que vous appelez des parcours de soins structurés pour les patients atteints d'ALD? Je rappelle que ce sont des maladies longue durée, comme par exemple les cancers.
C'est sûr qu'un mot quand même sur ce que dit le ministre Farandou, parce que moi je rêverais que le travail que nous avons fait, que fait l'Institut Montaigne, soit fait par les pouvoirs publics. Si nous avons créé ces institutions-là, c'est parce qu'il y a un moment, il faut réfléchir. Ce que disait François Crémieux, c'est qu'on fait face à 3 transitions majeures que l'on connaît depuis 30 ans. La transition démographique, la transition épidémiologique et la transition technologique, qui transforment complètement la façon avec laquelle on va gérer le risque en santé, le risque en perte d'autonomie, le risque en retraite et autres. Que font les gouvernements depuis 20 ans ? Plein de choses, mais très très peu de choses par rapport à la hauteur de ces enjeux. Donc ce que nous avons proposé, parce que la critique est facile, mais l'art est difficile, c'est de montrer qu'en ayant une vision transformatrice du système qui tourne autour d'une organisation sur le court terme, il y a 2/3 des dépenses publiques qui tournent autour de 20% de la population, qui sont les gens qui ont une ou plusieurs affections de longue durée. Vous avez 14 millions de personnes qui dépensent les 2/3 du stock, et avec très peu d'organisation des parcours. Il y a une organisation à l'hôpital, il y a une organisation en ville, il y a une organisation à domicile, mais il n'y a pas d'organisation transversale de parcours. Or, la logique de la gestion d'une pathologie chronique, c'est par des parcours. Donc, nous proposons, par exemple, par des contrats thérapeutiques, en s'inspirant de ce qui a été fait pour les plans cancer, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites, de structurer ces parcours et de faire ce qu'on appelle des gains d'efficience. C'est-à-dire, tout en améliorant la prise en charge, eh bien, vous faites des économies. On a estimé à peu près 2,3 milliards. La deuxième chose qu'il faut faire, et là, je rejoins tout à fait ce que dit François Crémieux, c'est pas une question de générosité, c'est une question d'efficacité de la protection. Or, comme nous étions un pays riche et en effet qui avait cette vision qui mélangeait un peu la générosité, la mutualisation et la solidarité, on se dit finalement on a un système d'entrée où on fait entrer des innovations dans le panier de soins remboursé, mais on n'a pas de système de sortie. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que l'innovation, le neuf remplace l'ancien. C'est la thèse d'Aguillon qui vient d'avoir ce prix Nobel quand même sur la destruction créatrice, et donc il y a un moment il faut un système de sortie. On peut pas tout rembourser, donc on propose qu'il y ait un comité dédié à cette sélection des produits qui n'ont plus beaucoup d'intérêt, comme par exemple les médicaments à service médical rendu faible, 15%, 30%, ça fait 1,5 milliard d'économies. C'est-à-dire que là, vous ne remboursez plus des médicaments qui n'ont plus de valeur ajoutée pour les patients. Ça ne veut pas dire que les patients ne veulent pas les consommer, mais c'est pas à la collectivité de les faire. Et donc là, vous rentrez dans un système vertueux où vous dégagez des économies sans dégrader ni la qualité du système, ni la qualité de la protection. Margot Tellier-Poulain, justement de l'Institut Montaigne, en charge des projets santé et protection sociale. Enfin, elles sont quand même accessibles, vos études. Les gouvernements successifs peuvent s'en saisir. Totalement, elles sont disponibles. On s'attache d'ailleurs avec Frédéric, je pense, à présenter nos travaux, à essayer de communiquer dessus. Mais il y a une réalité aussi, c'est qu'il faut une volonté politique forte. C'est-à-dire que tout ce qu'on mentionne là, c'est des choses qui sont faisables. Mais déjà, il faut que les gens veuillent s'en saisir, que tout le monde puisse y prendre part. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est assez important aussi, c'est cet enjeu d'acceptabilité globale de tous. On parle là de beaucoup de potentiels limitation des dépenses, et on voit qu'il y a des levées de boucliers, de plein de boucliers différents d'ailleurs, au sein de l'hémicycle, mais aussi hors de l'hémicycle. Et là, je pense qu'il y a un enjeu assez global qu'on peut voir sur le système de santé, qui est de dire, est-ce qu'on ne ferait pas tous ensemble aussi un peu d'analyse, de penser qu'il y a des bonnes idées partout. On sait qu'il y a des expérimentations qui fonctionnent. On sait que les Français les plus proches du territoire, du terrain, vont avoir des avis. Et je pense qu'il y a aussi un besoin d'essayer de mettre tout le monde à bord d'un grand projet collectif en santé. Et nous, il y a vraiment une idée d'essayer d'aller demander aux gens de quoi ils ont besoin sur le territoire, sans faire évidemment un micro-trottoir, mais je veux dire essayer d'aller voir vraiment quels sont les besoins des territoires et en parler, avoir une stratégie de long terme. C'était aussi l'intérêt, et ce que mentionnait François Crémieux sur le besoin de long terme, c'est non seulement un enjeu de planification parce qu'on a des enjeux de long terme, mais c'est aussi un enjeu de transparence, d'information, parce que lorsqu'on a une ligne claire, c'est forcément plus facile d'adhérer à un projet que lorsqu'il est changeant chaque année selon les vents budgétaires. Je ne sais pas. Oui, allez-y, Frédéric Bizard. Parce qu'on parle un petit peu de la perception politique, on est entre nous là. Il faut qu'on se dise quand même les choses. C'est qu'il y a une forme d'archaïsme dans la vision politique, tout parti politique confondu, par rapport à la santé. La santé à gauche est plus ou moins vue comme étant réduit à l'hôpital public, pour lequel il faut rajouter des moyens.
Pourtant, on voit que depuis 5 ans, on n'a jamais rajouté autant de moyens. Donc, il faut certes rajouter des moyens, mais aussi transformer l'hôpital public. Bon, mais la santé se limite pas à l'hôpital public. Même François Crémieux, qui est un des hauts dirigeants de cet hôpital public, vous dit qu'il faut regarder aussi à l'extérieur de l'hôpital. Bon, et puis vous avez la droite pour qui la santé est un coût. Bon, faut lui rappeler que la santé, c'est de l'investissement dans le capital humain qui peut avoir un formidable rendement. Mais vous voyez que ces logiciels-là, et je ne parle pas des extrêmes, là, je parle, on va dire, PS, LR, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, nous n'avons pas réussi à faire bouger ces logiciels. J'en prends ma part sur, attendez, est-ce qu'on peut juste essayer d'avoir une vision prospectiviste, une vision actuelle de la santé, qui est de l'investissement dans le capital humain, qui est de l'investissement avec les nouvelles technologies, qui est de créer des parcours et de décloisonner les secteurs qu'on a connus autrefois, division entre l'hôpital. Bon, et je signale, pour abonder dans ce que vous nous dites les uns et les autres, cette tribune dans Le Monde de demain de François Braun, ancien ministre de la Santé en 2022 et 2023, qui désormais, hors du pouvoir, entre guillemets, a énormément d'idées. Et on va en parler, j'aimerais bien. Il parle d'ailleurs de l'universalité des soins et notamment d'une territorialisation des parcours des soins, peut-être en différenciant... mais ça va dans le sens de ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que quand on a le nez dans le guidon, parfois c'est plus difficile. François Crémieux, est-ce que vous, en tant que directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, vous voyez quand même des façons aussi de faire des économies dans votre secteur ? La réponse est oui, et il serait malhonnête intellectuellement que de le nier. Il y a des possibilités de faire des économies d'abord à l'hôpital, et moi je ne cesse de passer mon temps avec l'ensemble des équipes de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à essayer de trouver des manières de faire aussi bien, peut-être même parfois de faire mieux, en essayant de dépenser moins. C'est un exercice auquel on est maintenant très exercé depuis plusieurs décennies, parce qu'il faut quand même se rappeler que le débat qu'on a ce soir, on aurait pu l'avoir peut-être de manière moins dramatique, mais notamment dans la décennie 2000, les 2 décennies entre 2000 et 2020. Donc la réponse est oui à l'échelle de nos hôpitaux. La réponse est encore plus vraie à l'échelle de nos territoires, et notamment sur le territoire sur lequel j'exerce aujourd'hui, les Bouches-du-Rhône et plus largement la région sud. Évidemment que si nous avions une politique territoriale plus forte et donc assumée politiquement, on pourrait très certainement rendre non seulement le même service, mais probablement même améliorer la qualité du service qu'on apporte à nos concitoyens. Et donc, il y a des économies qui sont possibles. Ça nécessite un certain consensus sur le fait d'aller les chercher. Ça nécessite également un portage politique fort. Ça nécessite du long terme. Et je voudrais terminer sur ce point en disant la France on est un peu pessimiste ce soir, mais a quelques belles histoires derrière elle dans ce domaine-là. Dans le domaine du cancer, du tabac, de l'alcool, même de la nutrition. On nous prédisait une épidémie d'obésité au début des années 2000. Et mine de rien, la France s'en est plutôt pas mal sortie. La caractéristique commune des grandes politiques de santé qu'on plus ou moins bien réussies, mais parfois pas mal, c'est qu'elles étaient sur le long terme, elles étaient intersectorielles, elles engageaient beaucoup d'acteurs, elles étaient pilotées au niveau central, elles étaient déclinées au niveau territorial, et puis elles avaient une certaine adhésion, parfois il a fallu y aller un peu avec force, mais elles avaient une certaine adhésion, je dirais, sociétale, c'est-à-dire qu'il y avait un accord sur le fait que boire plus modérément ou fumer moins, c'était bien. Il faudrait qu'on arrive à avoir un peu ces différents éléments qui nous permettent de piloter le système sur le moyen terme. Et il y avait une stabilité politique peut-être aussi un peu plus importante qu'aujourd'hui. Frédéric Bizard, vous vouliez réagir à ce que vient de nous dire François Crémieux depuis Aix-en-Provence ? Oui. Alors, et puis pour tirer le fil un petit peu de ce que l'on a dit sur la territorialisation, ça fait partie vraiment des mesures très consensuelles. C'est-à-dire mais on fait ça depuis 30 ans. Parce que depuis 30 ans, on va dans le bon sens, mais on y va à tout petits pas, dans un monde qui évolue à grands pas. Donc, on a territorialisé, mais en gardant le cloisonnement du système. On a territorialisé l'hôpital, avec ce qu'on appelle les groupements hospitaliers territoriaux, puis on a territorialisé la ville avec les compléments. Mais en fait, un territoire, c'est un territoire et on ne l'a jamais défini. Donc, il faut aller au bout de la logique de territorialisation et considérer qu'il faut, à partir d'un territoire d'à peu près 200 000 habitants, vous avez un pilotage opérationnel d'un système décloisonné qui gère des besoins de santé de la population, qui gère un parcours des patients chroniques. Enfin, tout le monde est d'accord, je ne sais pas. Et nous, ce que nous proposons, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y ait un partage du service public qu'on appelle service public territorial de santé avec tous les acteurs. C'est-à-dire qu'historiquement, vous aviez l'hôpital public qui avait un peu la main mise sur ce qu'on considérait comme étant le service public, qu'on appelle d'ailleurs service public hospitalier, mais il faut que ce service public, il soit étendu des services de prévention aux soins primaires jusqu'aux soins de recours les plus compliqués. Et ça ne peut pas être que l'hôpital public, parce que l'hôpital public devient un élément parmi d'autres, et c'est surtout pas dégrader l'hôpital public quand je dis ça, parce que je pense que l'hôpital public doit rester le phare, le moteur de l'excellence
compétences médicales en ayant des responsabilités supra-territoriales et des missions qui lui soient uniques en matière d'enseignement et de recherche. Mais donc, il faut organiser le territoire. Et puis, comme le dit donc Braun, et donc tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, il peut y avoir quelques divergences, mais tout le monde est d'accord. Donc, allons-y. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut une vision à long terme, parce que si vous passez d'un système de soins qui gère que des coûts à un système de santé publique qui veut améliorer l'état de santé de la population, vous ne pouvez pas fixer des objectifs de court terme. Vous êtes obligé de fixer des objectifs à 5 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que l'État, aujourd'hui, est incapable de se projeter. Il n'y a pas de stratégie nationale de santé. Mme Buzyn avait essayé d'en faire une. Donc, il faut réformer l'État pour le rendre stratégique. Vous parlez même, vous, de Frédéric Bizard, pardon, de rustine pour décrire ce budget. Non, mais c'est un système de rustine. Mais encore une fois, il n'est pas propre à cette année. Sauf que là, l'ampleur des rustines fait qu'évidemment, le pneu reste amplement crevé. Donc, il faut aussi réformer l'état sanitaire. Il faut se poser la question de savoir si cette agencification est la bonne, puisqu'on a bien vu qu'avec le Covid, il a fallu, malgré toutes ces agences et tous ces gens extraordinaires, et ce sera mon dernier point, pour reprendre ce que dit François Crémieux, moi, je suis extrêmement optimiste sur le moyen terme. C'est pour ça qu'on travaille, parce que tout ça, on le fait bénévolement, entre guillemets. Donc, on travaille parce qu'on y croit. Mais sur le court terme, il faut quand même pas se leurrer que le système se dégrade à une rapidité. Moi, je me mets à la place de la population de la classe moyenne et de la classe populaire qui n'arrive plus à avoir un accès aux soins. Et puis demain, qui va renoncer pour des raisons financières. Demain, c'est 2026. Margot Tellier-Poulain, est-ce que vous, à l'Institut Montaigne, vous travaillez aussi sur cette remise en cause d'un immense tabou français? Jérôme Guedj, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la gauche, Frédéric Bizard, le responsable du Parti socialiste sur les questions sociales, aujourd'hui dans Libération, a complètement fermé la porte à ce projet, mais à faire en sorte que ceux qui payent, ceux qui gagnent bien leur vie, et d'ailleurs les inégalités ont beaucoup augmenté ces dernières décennies, payent plus, payent à la hauteur de leurs moyens, et ceux qui n'ont pas les moyens ne payent pas les soins. Est-ce que ça, c'est quelque chose, une porte que vous ouvrez ou vous la refermez immédiatement comme beaucoup? Nous n'avons pas étudié aujourd'hui cette question particulière. Nous avons regardé dans le cadre du dépistage, par exemple, on avait fait un travail sur le dépistage, on avait voulu regarder les freins et regarder qu'est-ce qui aujourd'hui fait que pour certains Français, ils ne vont pas aller se faire dépister. Et quand on regarde, et je pense que c'est intéressant justement de s'extirper aussi parfois de ce débat qui parfois cristallise toutes les conversations, c'est-à-dire si on prend un peu le temps de regarder sur une politique comme le dépistage, qu'est-ce qui fait que les Français aujourd'hui n'y vont pas? On voit que il y a pour une part des plus modestes le coût. Donc ça démontre que c'est en effet quelque chose d'important à prendre et à considérer et à garder en tête. Mais il y a aussi le frein de la peur du protocole, la peur de l'annonce du résultat, le fait de ne pas se sentir concerné. On remarque en fait c'est pluriel. Et les causes, je pense que c'est ce qu'on dit tous un peu autour de la table. Comme là, si on regarde une politique de santé comme le dépistage, comprendre pourquoi aujourd'hui on n'a pas forcément des très bons résultats, ce sont des causes plurielles. Les Français ont des liens avec le système de santé qui vont être différents, que cela soit parce qu'on a tous des pathologies différentes, parce qu'on a tous des peurs différentes. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu aussi à considérer qui va être d'aller essayer de regarder, comprendre les Français, comprendre les freins et, plus qu'autre chose, parfois, arrêter de faire des grandes promesses ou des grandes annonces pour aller voir vraiment l'impact potentiel d'une telle mesure. Et là, quand on parle du sujet sur lequel vous me questionnez, c'est de dire peut-être qu'il serait pertinent, avant d'aller plus loin, de regarder en réalité l'impact que ça pourrait avoir et d'aller de manière générale essayer d'aller au plus près des besoins des Français pour s'assurer qu'aucune politique publique que l'on mène ne puisse éloigner du soin les Français quand ils en ont besoin. Et parce que ça, je pense, ça doit être un peu la pierre angulaire du travail collectif, c'est de se dire, on sait que la santé, c'est absolument majeur, alors essayons de ne jamais faire que les Français s'en éloignent. Ouais, d'un mot, Frédéric Bizard. Après, j'aimerais vous passer un petit extrait des Pieds sur Terre juste avant le Covid sur la situation de l'hôpital. D'accord, juste il faut faire attention à ne pas tomber dans une facilité comptable qui est forcément décliniste sur le plan du modèle. Un modèle, ça a sa logique. Notre modèle universel, il est basé sur le fait de chacun paye en fonction de ses moyens et chacun reçoit en fonction de ses besoins. Si vous dites parce que vous êtes plus aisé, vous n'allez pas recevoir en même temps en fonction de vos besoins comme les autres, forcément vous commencez à exclure une partie de la population et à sortir d'un universalisme. Donc attention au bon fonctionnement du modèle. Donc ça me semble quand même une vision assez décliniste du modèle universel. François Crémieux, vous partagez? Moi, je crois que l'enjeu majeur, pour reprendre le terme de tout à l'heure, c'est vraiment non pas de savoir si on va payer plus pour notre santé.
on va payer plus pour notre santé. La population vieillit, je parle au global de notre pays, la population vieillit, les maladies chroniques augmentent, le coût des médicaments ne va pas baisser et tout ça demande de l'argent. On va payer plus. La question c'est, est-ce qu'on paye plus en payant chacun un peu plus pour soi-même, à chaque fois qu'on va acheter une boîte de médicaments ou en prenant des assurances un peu plus chères ou en donnant un peu plus d'argent à nos mutuelles pour s'assurer soi-même, ou est-ce qu'on maintient un système qui soit le plus solidaire possible, qui est que certes nous allons payer plus et donc nous allons cotiser plus, soit parce qu'on travaille, soit peut-être parce qu'on va élargir l'assiette de financement des soins et ne pas la faire reposer seulement sur le travail, mais aussi sur l'ensemble des autres revenus. Mais l'enjeu n'est pas de savoir si on va dépenser plus, la question est de savoir comment on va le faire et avec quel degré de solidarité dans les années qui viennent. 10 heures d'affilée ici, je bouge pas, depuis 9 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin. Voilà, ça fait 10 heures. Il est 1h34, voilà. Oui, Marc, s'il te plaît, c'est l'accueil. Ouais. Et le monsieur de la sécurité n'est pas là depuis un bon moment. Oui, s'il te plaît, il y a des gens qui veulent rentrer en pédiatrie, tout ça. Là, c'est un peu particulier cette nuit parce qu'en fait, il y a un match de foot là, donc au stade. Donc en général, pour nous, c'est toujours des nuits un peu particulières, surtout quand il y a la France qui joue. Parce que là, globalement, depuis le début du match, on a une accalmie. Et puis en général, on fait la 3e mi-temps aux urgences parce que ceux qui sont contents, faites ça en buvant un peu. Ceux qui ne sont pas contents, faites ça en buvant aussi. Et puis souvent, ça se termine avec des bagarres. Donc c'est le calme avant la tempête. Et vous êtes là depuis quand ce soir ? Non, depuis ce matin. Depuis ce matin, d'accord. Moi, je suis prévue en 24 heures. Mais c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait pas mal de patients hospitalisés dans le service. Là, en plus, il nous manquait un peu de personnel ce matin. Et puis on a eu un gros afflux de malades, donc tout ça mis bout à bout, on commence seulement un peu à refaire surface là maintenant. Un extrait des Pieds sur Terre, c'était sur France Culture en octobre 2019. Le reportage d'Émilie Chaudet au service des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, pour dire qu'il faut quand même qu'on parle aussi des ressources humaines et des difficultés à l'hôpital. Vous avez sans doute vu qu'au CHU de Caen, les internes ne peuvent plus travailler puisqu'il n'y a pas assez de seniors pour les encadrer. Et on entend parfois cette critique, et j'aimerais vraiment vous entendre tous les trois sur ce sujet, de trop de bureaucratie, trop d'administratifs à l'hôpital, pas assez de soignants, de gens qui font. François Crémieux, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet-là ? Cette critique qui revient souvent, est-ce qu'il faut la prendre en compte dans ce budget ? Je pense qu'elle est une critique qui fait un peu la caricature de la médiocrité de nos débats actuels. Il y a effectivement un chiffre qui relève quasiment de la fake news et qui est repris régulièrement, y compris par certains de nos responsables politiques, qui consiste à dire qu'il y aurait, notamment dans les hôpitaux, pas loin d'un tiers, 35% de personnel administratif. C'est le résultat, une fake news dont on connaît la source, qui est le résultat d'une mauvaise lecture d'un tableau qui pourtant est un tableau clair, qui a été édité par la direction de la recherche et des études du ministère de la Santé, repris d'ailleurs par l'OCDE, et qui ne dit pas qu'il y a 35% de bureaucrates à l'hôpital, qui dit que parmi les professionnels hospitaliers, si on prend ceux qui ne sont ni médecins, ni infirmières ou infirmiers, ni aides-soignants, alors on tombe sur 35% de professionnels. Mais parmi ceux-là, et le même tableau le dit d'ailleurs, il y en a à peu près 25 parmi les 35% qui assument toutes les tâches, à la fois médico-techniques, la biologie, l'imagerie, mais également la logistique, faire en sorte que l'hôpital fonctionne. Et on arrive plutôt à un chiffre qui est un chiffre officiel de l'adresse, qui est d'environ 10% de personnel administratif dans les hôpitaux. Alors, est-ce que c'est beaucoup ou pas assez ? C'est significatif, mais parmi ceux-là, il y a tous ceux qui sont des administratifs au service des soignants et au service des malades. On n'arrête pas d'entendre des professionnels, notamment des urgentistes, vous venez d'en entendre certains, qui disent qu'ils sont assaillis de travail administratif pour la prise en charge des patients. Et donc le personnel administratif aux urgences, par exemple, est un personnel administratif au même titre que les secrétaires médicales, qui sont en lien direct avec les malades. Ça représente à peu près encore la moitié de ces 10% de personnel administratif. Il reste donc environ 5, 6, 7%, ça dépend un peu des hôpitaux, de gens qui s'occupent de la direction des ressources humaines, de la direction des finances, de la direction des affaires juridiques ou de la direction de la qualité. On essaye depuis des années de réduire ce nombre de professionnels qui sont effectivement pas en lien direct avec le soin. Mais je crois que ceux qui rapportent ce chiffre délirant de 35% ne comprennent pas bien comment fonctionne un hôpital, et qu'un hôpital, c'est certes des soignants au lit des malades, mais c'est aussi beaucoup de gens qui font que ces soignants peuvent travailler. Et donc, de nouveau, on consacre notre temps depuis des années à essayer de réduire et de rendre plus pertinent et plus efficient le travail administratif. Il n'empêche qu'il faudra quand même maintenir celles et ceux qui font que l'hôpital tient. Et parmi eux, il y a des médecins, il y a des soignants, mais pas que. Frédéric Bizard. Oui, alors le CHU de Caen, c'est quand même extrêmement intéressant parce que peut-être être en désaccord là, avec
entre nous, mais moi je pense que c'est le symptôme à la fois de cause. Il y a des causes très profondes, il y a des racines très profondes au sein de l'hôpital public, qu'on n'a quand même pas réformé depuis des années, concernant des choses, ou alors qu'on a réformé d'une mauvaise façon. Moi, je pense que la réforme HPST a été un coup extrêmement dur porté à l'hôpital public, puisqu'on a considéré... Vous pouvez préciser le sigle. Donc oui, c'est Hôpital Public Santé Territoire, qu'on appelle la réforme Bachelot, en 2008, où en fait le mot d'ordre du président de la République de l'époque était de dire « je ne veux voir qu'une tête qui dépasse, c'est l'administratif ». De dire donc il faut démédicaliser la gouvernance. Et donc c'est pas tellement la question du poids, je rejoins ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, il n'a rien d'excessif quand on regarde la masse de ressources humaines à gérer. Enfin, en tout cas, moi, j'y vois pas beaucoup à redire. Peut-être qu'il faudrait moderniser tout ça avec des nouvelles technologies. Pour tous ces c'est extrêmement stigmatisant en plus pour ce personnel qui est ou... extrêmement méritant. Parfois, on parle aussi des assistants de radio. Mais il y a un problème d'une gouvernance. C'est la gouvernance qui est trop technocratique, puisqu'on a transféré l'essentiel du pouvoir à l'administratif, comme la loi l'avait prévu. Et ça a eu un autre effet, c'est de recentraliser la direction, c'est-à-dire ce qui était fait, la gestion des ressources, ou une partie qui était gérée à l'échelle des services est maintenant gérée de façon beaucoup plus centralisée, ce qui fait que, y compris les professeurs d'université, mais en particulier les praticiens hospitaliers, se sentent quand même nettement plus des pions et des gens qui ont fait 12 ans d'études avec une capacité à participer à la décision qui c'est une réalité, même si je doute pas que beaucoup de directeurs font un effort pour qu'il y ait de la participation. On a le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, François Crémieux, avec nous depuis Aix-en-Provence. J'aimerais bien qu'il réponde. Est-ce qu'il y a une gouvernance technocratique à Marseille ? Pour rebondir très rapidement, d'une part, sur Caen, je crois aussi qu'il faut qu'on se dise, c'est en tout cas ma conviction, et peut-être qu'on aurait parlé de Marseille il y a 4-5 ans, parlant des urgences, parce que c'était compliqué chez nous à l'époque, ça va mieux aujourd'hui. Et effectivement, Caen défraie un peu la chronique en ce milieu d'année, en cet automne. Mais l'un des enjeux autour des urgences, c'est que l'hôpital public se retrouve très, très, très seul, le soir, le week-end, la nuit, entre Noël et le jour de l'an ou l'été. Et donc, je crois, et en tout cas c'est ce que j'observe autour de moi, que l'un des enjeux, c'est que l'hôpital public et nos urgentistes en particulier se retrouvent très seuls depuis les années 2000, depuis que l'on a stoppé l'obligation de prendre des gardes de la part de la médecine libérale, et qui fait que l'hôpital public, que l'on peut critiquer ici ou là et de manière parfois juste, se retrouve néanmoins le plus souvent en première ligne. Est-ce que c'est une question d'excès de bureaucratie et de pouvoir administratif ? J'inviterai avec bonheur Frédéric Bizard à venir voir comment fonctionne un CHU comme la PHM au quotidien. On n'est pas très différent d'un autre, et de voir comment est-ce qu'un président de la commission médicale élu par ses pairs, qui est professeur de médecine, travaille avec quelqu'un comme moi. Comment est-ce qu'on essaye d'être complémentaires par nos métiers et par nos fonctions. Et je crois que c'est un autre de ces un peu de ces totems de nos débats, qui est de dire que on a des enjeux de gouvernance peut-être, et je serais ravi d'avoir plus de collègues directeurs médecins, et pourvu qu'il y en ait qui aient envie de faire ce métier-là. Je ne suis pas sûr que ce soit à ce point le sujet. C'est vrai qu'on a souvent entendu François Crémieux, la question, c'est que c'est pas moi qui le pense. Interroger les praticiens hospitaliers. Quand vous avez un taux de vacances qui est aujourd'hui assez inconnu, qui a été de 28% selon la Fédération hospitalière de France en 2018, qui est aujourd'hui de 60% au CHU de Caen, je ne sais pas quelle est la moyenne. C'est-à-dire que vous avez... Enfin, il faut quand même voir une chose, c'est que la fonction, il y a une perturbation au cœur de la fonction publique hospitalière. Quand les gens s'engagent dans la fonction publique hospitalière, c'est pas les plus aventureux qui refusent tout système structuré, qui refusent toute subordination. C'est quand même des gens plutôt qui l'acceptent. Eh bien, aujourd'hui, ils ne l'acceptent plus. Pourquoi ? Alors certains diront non, mais c'est parce que c'est les jeunes, c'est parce que les jeunes ils refusent. Non, moi je ne crois pas du tout ça. J'ai des centaines d'étudiants tous les ans. Je vous assure que les jeunes ne refusent pas de rentrer dans un cadre. C'est que le cadre devient inacceptable pour la majorité des gens. Comment vous expliquer qu'on a plus que doublé le nombre d'intérimaires parmi les praticiens hospitaliers ? Parce que c'est ça qui pose problème. Pour délivrer un service public et pour être capable de recevoir les internes qui nous intéressent, il faut qu'il y ait suffisamment de titulaires. Or, il n'y a plus suffisamment de titulaires. Margot Tellier-Poulain, votre avis sur ce débat en cours avec nous entre François Crémieux et Frédéric Bizard sur France Culture ?
Moi, je pense qu'il y a un sujet dont on n'a pas forcément parlé lors de ce débat, mais qui me paraît assez central sur ce débat, c'est aussi la santé des soignants. Et je trouve de ce que vous mentionnez là aussi, on voit qu'aujourd'hui, on le sait, il y a eu un temps d'attente aux urgences qui a augmenté depuis 10 ans de plus de 45 minutes. Ça, c'est les chiffres de l'adresse. Donc, on a des réalités, c'est ce que mentionnait François Crémieux, c'est des réalités auxquelles doivent faire face les professionnels, qu'ils soient médicaux, paramédicaux ou administratifs. On sait aussi que 8 médecins sur 10 ont constaté la détérioration de la répartition entre leur temps dédié au temps médical et le temps administratif. Là aussi, on sait parfois que les nouvelles technologies peuvent permettre d'aider et d'assouplir cela. Mais ce qui sous-tend tout ça aussi, c'est qu'on a aujourd'hui 35% des soignants qui déclarent que leur santé psychologique est mauvaise. Et ça, je pense que c'est un sujet dont aujourd'hui on ne parle pas autant qu'on devrait, parce que quand on veut parler de long terme, quand on veut parler d'avenir, il va falloir qu'on ait des soignants qui soient en capacité de le faire. Et il y avait d'autres chiffres, notamment sur les douleurs chroniques, où on sait que là aussi, les soignants se retrouvent, les professionnels de santé de manière large, se retrouvent à être avec des taux bien plus larges que la population générale. Et je pense que ça va être un enjeu majeur pour demain, de se dire comment est-ce que, à travers le soutien sur l'enjeu du temps médical, du temps administratif, à travers ce que vous mentionnez sur la réalité qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas forcément travailler comme hier, qu'il y a des difficultés parce qu'on sait que 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, que du coup, on a une augmentation des passages aux urgences, que les débats aujourd'hui se cristallisent sur des débats, des questions de budget qui sont extrêmement importantes, mais parfois, je pense qu'il faut aussi revenir à la réalité. Et cette réalité-là, aujourd'hui, c'est quand même qu'on a une situation des soignants qui est un peu alarmante. François Crémieux, votre avis là-dessus. Et j'ajoute que dans votre dernière tribune au Monde, vous disiez « Nous manquons au contraire d'appui administratif et logistique pour soulager les soignants ». On parle effectivement de plusieurs choses différentes, mais d'une part, je pense effectivement, et notamment dans les services d'urgence, mais pas que, il faut qu'on arrive à épauler, à étayer, à soutenir les soignants pour faire en sorte que le plus clair de leur temps soit effectivement consacré aux patients, au diagnostic, à l'échange avec le patient, à la discussion avec la famille, et le moins possible derrière un ordinateur ou à chercher un lit ou à courir après un résultat de biologie ou aller chercher une radio ou une imagerie sur l'ordinateur. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut, dans un certain nombre de cas, augmenter le nombre de ces professionnels qui n'ont pas besoin d'être médecins et qui, quand ils sont médecins, sont frustrés et qui vont s'organiser à la fois cela au sein de l'hôpital. Et d'autre part, Frédéric Bizard disait tout à l'heure, il a raison, on a un enjeu d'organisation des parcours. Et donc, si on sort des urgences, qu'on monte dans les étages, dans un service de neurologie ou de cardiologie ou de médecine interne, on a également besoin de gens qui sont des professionnels du soin, des professionnels de l'hôpital, mais qui ne sont ni médecins, ni infirmiers ou infirmières et qui vont organiser ces parcours. Et ce que nous disent les soignants aujourd'hui, et notamment ceux qui quittent l'hôpital, c'est peut-être parce qu'ils ont une bureaucratie au-dessus d'eux, c'est surtout parce qu'ils ont trop de tâches administratives et l'impression que ce pourquoi ils ont consacré leur vie et fait des études est insuffisamment mobilisé, qu'ils ne passent pas assez de temps à faire de la médecine, à faire de la recherche ou à faire de la formation. Il faut donc leur libérer ce temps-là. Certainement que l'intelligence artificielle, le digital va en partie y contribuer, mais pas toujours, pas tout le temps. Et donc il faut faire attention à ces discours un peu simples qui finissent finalement par se retourner contre les soignants. Si on se fixait comme objectif de réduire le nombre d'administratifs à la PHM, probablement qu'on détériorerait la qualité de travail et l'envie au travail des soignants. Et enfin, effectivement, on a un sujet non seulement de qualité, de satisfaction au travail, mais également parfois de santé au travail. Et je pense que l'hôpital a été trop longtemps trop résilient à l'égard de la souffrance des soignants et qu'il y a un mouvement en cours, et il est le bienvenu, il va falloir qu'il se poursuive sur une meilleure prise en compte de la santé des soignants. Un soignant en bonne santé prend mieux en charge les malades qu'un soignant qui est pas bien, soit dans sa tête, soit dans son corps. Merci à tous les trois. Il est déjà l'heure de se quitter, d'être venus dans Question du soir, en espérant que la conversation que nous venons d'avoir, le débat, arrive jusqu'au banc de l'hémicycle. François Crémieux, vous étiez en duplex à Aix-en-Provence. Vous êtes directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Margot Tellier-Poulain, merci d'avoir été avec nous, responsable des projets santé et protection sociale à l'Institut Montaigne. Et Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP, président fondateur de l'Institut Santé.